Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Invité de la grande interview ce matin sur CNews et sur Europe 1. Éric Zemmour, président de Reconquête. On est à 48 heures des élections européennes. On va en parler évidemment. Mais je voulais vous entendre tout d'abord sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir à la télévision, sur TF1 et sur France 2. Le président de la République qui a annoncé, et ce n'est pas rien, l'envoi en Ukraine de Mirage 2000 français et d'instructeurs militaires qui iront en Ukraine former des militaires ukrainiens. Comment est-ce que vous jugez cette annonce et est-ce que, selon vous, c'est un facteur d'escalade ? Écoutez, oui, bien sûr, c'est un facteur d'escalade. C'est d'ailleurs un facteur d'escalade voulu. On voit bien qu'Emmanuel Macron est dans une logique d'escalade après avoir été celui qui a tenté, et moi je trouve que c'était tout à fait louable, de trouver une solution pacifique au début en essayant de parler avec tout le monde. Après tout, dans ce cadre-là, c'était le rôle de la France dans une guerre qui se situait sur le continent européen. Là, manifestement, il est dans une logique de guerre, il est dans une logique d'escalade. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne. Je ne suis pas sûr qu'on doive continuer cet affrontement sans fin. Je comprends évidemment que les Ukrainiens défendent leur indépendance, leur souveraineté, leur sol. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait... On est dans une logique de guerre, donc c'est dangereux ? Et je trouve qu'on est de plus en plus co-belligérants. Je ne comprends pas d'ailleurs, ce mot a disparu. Il y a un an, tout le monde craignait d'être co-belligérant et aujourd'hui, on le fait d'un pas léger. Je trouve ça justement un peu désinvolte et pas très à la hauteur de la situation. Je pense que nous devrions tenter de chercher une solution pour que les Ukrainiens et les Russes se parlent et qu'ils cessent ce massacre. Et d'ailleurs, les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes. Je veux dire, on ne peut pas comme ça faire la guerre sur le dos des Ukrainiens. Il faut à un moment que ça s'arrête. Mais... Il faut que la France parle à nouveau avec Vladimir Poutine. Moi, je pense qu'il faut que les Ukrainiens parlent avec les Russes. Je veux dire, c'est eux les belligérants. Moi, vous savez, je ne suis pas pour les gens qui se mêlent quand ils ne font pas la guerre. Je crois que c'est une solution qu'il faut trouver. Si la France peut aider, ça serait bien. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement, il y a Volodymyr Zelensky qui est en France, qui va d'ailleurs parler aujourd'hui devant l'Assemblée nationale française. Il n'y avait pas de représentants russes qui ont pourtant participé à la lutte contre le nazisme sur un autre front, évidemment. Vous le regrettez ou pas ? Vous la regrettez, cette absence ? Écoutez, je pense que les Russes ont été invités il y a une dizaine d'années. Avant, ils n'étaient pas invités, car comme vous l'avez dit très bien, ils étaient sur l'autre front. Ça dépend qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie le fait de rendre hommage aux combattants qui ont libéré la France, et là, les Russes n'ont pas leur place, ou est-ce qu'on privilégie le fait de voir tous les alliés contre le nazisme allemand, et effectivement, là, les Russes ont la place d'honneur, puisque ce sont eux qui ont cassé la machine de guerre allemande, qui était à l'époque la meilleure armée du monde. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont eux qui ont cassé la machine de guerre allemande. Et les Américains, ensuite, ont débarqué en France et ont libéré toute l'Europe occidentale. Je pense que ce n'est pas la même chose. Maintenant, il faut effectivement rendre hommage aux Américains, aux combattants qui sont morts pour nous et pour notre libération, en se souvenant quand même que les Américains se rattrapaient du fait de ne pas avoir tenu leurs promesses, vous savez, qu'ils nous avaient faites en 1918, d'être toujours là si les Allemands nous attaquaient. Et malheureusement, en 1940, malgré les appels au secours des Français, ils ne sont pas venus. Dans notre tout dernier baromètre Opinionway, on va parler des élections européennes de dimanche. La liste de Marion Maréchal est créditée de 6%. Comment est-ce que vous qualifiez déjà la campagne de votre mouvement pour ces européennes ? De mon mouvement ? Écoutez, on a fait une campagne valeureuse, courageuse. C'était pas facile car personne ne voulait parler d'Europe. On avait un faux duel qui était en fait un duo. On va y revenir. On avait une campagne qui tournait autour des sondages de Monsieur Bardella. Ça n'avait pas grand intérêt et les sujets de fond n'étaient que rarement abordés. Donc nous avons fait une campagne. Marion Maréchal est beaucoup allée à la télévision. Moi, je suis allé sur le terrain. J'ai fait campagne. Vous savez, moi, je ne suis pas comme à LR où le patron de LR ne soutient que du bout des doigts ce pauvre monsieur Bellamy. Moi, je suis allé sur le terrain partout pour dire qu'il fallait voter pour la liste Reconquête et pour Marion Maréchal. Alors, dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD, l'immigration est l'enjeu prioritaire pour 36% des Français. Plus 7 points en un mois. C'est cette poussée en un mois qui, à mon sens, est intéressante. Juste derrière le pouvoir d'achat. Pour Reconquête, c'est vraiment la mère des batailles que de réduire l'immigration. Moi, je me suis engagé
il y a 2 ans dans le camp politique active pour lutter contre le grand remplacement. Donc, si vous voulez, ça fait des années, les téléspectateurs de CNews me connaissent bien, des années que je les alerte là-dessus, que je leur dis la démographie c'est le destin, que quand on a une Afrique à 1,5 milliard d'habitants et demain 2 milliards, et que évidemment on ne peut pas ne pas avoir des problèmes de migration, qu'il faut absolument prendre des mesures drastiques, fondamentale, on va y revenir j'imagine, puisque nous proposons, nous, la triple frontière. Donc, si vous voulez, je vous le détaille, oui. Parce que c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que c'est que la triple frontière? La première frontière, c'est en Afrique même. Et ou dans les pays d'émigration, évidemment. Quand je dis l'Afrique, c'est au sens large. Ça concerne aussi des pays d'Asie, comme l'Afghanistan, comme le Yémen, etc. Qu'est-ce que c'est que cette première frontière en Afrique et dans les autres pays d'immigration? C'est le fait que les migrants, aujourd'hui, sont des êtres rationnels. Vous savez, ils calculent, ils font un calcul coût-avantage, ils voient quel est le pays le plus attractif. Évidemment, la France gagne à tous les coups le gros lot, où on se fait soigner à l'œil, loger à l'œil, etc. Enfin, c'est le Pérou, où on n'est jamais expulsé. Donc, il faut dire à ces gens, c'est fini. C'est fini, vous ne viendrez plus, vous n'aurez plus d'allocation sociale, vos enfants ne seront plus français parce qu'il n'y aura plus de droit du sol, il n'y aura plus de regroupement familial, il n'y aura plus de logement social, etc. etc. Ça, c'est la première frontière. Par ailleurs, il y a après une deuxième frontière qui est l'Europe. Et là, on vient directement à notre sujet des européennes. La frontière européenne, d'abord, il faut qu'il y ait, sur les frontières terrestres, la construction de murs, comme ça commence à se faire, comme Orban a fait en Hongrie, et un blocus naval pour les migrants qui viennent dans la Méditerranée, c'est-à-dire en Italie et, on l'oublie toujours, aux Canaries, en Espagne. Il faut un blocus naval. Madame Meloni l'avait demandé à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Il faudrait l'accepter. Avec des navires européens qui bloquent des passeurs. Absolument. La technologie d'aujourd'hui permet de voir, on me l'a expliqué, mais vraiment, j'allais vous dire, comme à la télévision. S'il y a un migrant qui met un doigt de pied dans l'eau, on le voit. Donc effectivement, ça permet d'arrêter. On bloque les bateaux. On bloque les bateaux, exactement. Et pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Mais parce qu'il y a une double raison. La première raison, c'est que les gouvernements français ne veulent pas. Et la deuxième raison, c'est que la jurisprudence européenne de la Cour de justice interdit ce qu'ils appellent le refoulement, c'est-à-dire qu'ils transforment Frontex en agence de voyage. Donc il faut corriger ça, il faut modifier cela. Nous sommes à la deuxième frontière. Oui. La troisième frontière, c'est la frontière française. Il faut rétablir une frontière française et pour cela, il faut modifier Schengen. Vous savez que Schengen, je vous l'explique en 2 mots, c'était un accord, vous vous souvenez, en 1985. Au début, il y avait 5 pays, la France, l'Allemagne, les Benelux. Et puis, c'était réservé, il faut bien le noter, aux ressortissants de ces pays. Ça a été étendu. Et ça, c'était au début. Au début. Ça a été étendu, alors maintenant, c'est tout le continent européen, c'est immense. Et en plus, en 1999, on a autorisé ce qu'on appelle les visas Schengen, c'est-à-dire pour les étrangers non européens, ils ont le droit, si un des pays de Schengen les autorise à rentrer sur leur sol, d'aller partout. C'est ça qu'il faut supprimer. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un Algérien. Il demande un visa en France, on lui dit non. Il demande le visa en Espagne, qui lui donne? Il arrive, il passe les Pyrénées, et il s'installe en toute légalité. Donc ça, il faut supprimer les visas Schengen et il faut remettre les frontières. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les frontières sont en vérité remises avec la frontière italienne et avec la frontière espagnole. Donc il faut pérenniser. Vous savez, aujourd'hui, il y a des moyens modernes, comme on fait au péage d'autoroute, pour aller très vite. Mais oui, allez-y. Sur cette thématique, Éric Zemmour, invité de la grande interview sur CNews et Europe 1, sur cette thématique qu'est l'immigration, qu'est-ce qui vous différencie véritablement des LR, on le voit plus, mais du RN, du Rassemblement national? Moi, je vais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis engagé dans la vie politique, il y a 2 ans, pour lutter contre le grand remplacement et pour lutter contre l'islamisation de notre pays et donc de notre continent. Vous savez, je suis allé à Londres, je suis allé à Bruxelles. Il faut voir l'avancée de l'islamisation. Bon. Je constate que Mme Le Pen et Jordan Bardella prétendent que le grand remplacement n'existe pas, que c'est une théorie complotiste, que l'islam est compatible avec la République. Je suis en désaccord total. Donc, par ailleurs, j'ai des désaccords de fond. Moi, je veux lutter contre le wokisme, cette idéologie délétère qui endoctrine notre jeunesse. Madame Le Pen ne fait rien contre ça. Je veux par ailleurs baisser les impôts et non pas avoir une économie étatiste et socialiste. Madame Le Pen est socialiste. Attendez, ce que je veux vous dire, c'est que M. Bardella fait campagne aujourd'hui en disant votez pour moi et Macron va partir le 9 juin au soir. Dimanche soir.
il explique que Macron est obsédé par le vote RN. Oui, il est obsédé par le vote RN pour le faire monter. Il a tout fait pour le faire monter. Il a poussé Attal à débattre avec Bardella. Il a tout fait pour... Parce qu'évidemment, il doit tout au RN. Il doit tout à Marine Le Pen. S'il n'y avait pas eu Marine Le Pen en face, contre lequel il s'est baladé les doigts dans le nez lors des 2 débats d'entre-deux tours, il ne serait pas président. Le 9 au soir, il ne se passera rien. Contrairement à ce que dit M. Bardella qui ment. M. Macron dormira à l'Élysée le 9, le 10, le 11. À l'été, il partira en vacances à Brégançon. Il nagera dans la piscine qui s'est fait construire. Il montera sur son jet ski. Et la vie continuera. Et puis la vie continuera. M. Attal, le 10 juin, ira inaugurer une espèce de foire à la saucisse avec... il fera des selfies. Rien ne changera. M. Attal, M. Bardella ment. Ce que je veux dire, c'est que le vote Bardella est un vote inutile. 2 fois inutile. En Europe, parce que le RN est isolé, ostracisé, alors que nous, à Reconquête, nous sommes dans le groupe qui monte et qui pourra faire des alliances pour imposer une vision de droite au Parlement européen. Et en France, je vous l'ai dit, ça fait 2 fois que le RN gagne les élections européennes, en 2014 et en 2019, et ça n'a rien changé, ni en Europe, ni en France. Le vote Bardella, c'est un vote pour rien. C'est un vote bidon, c'est un vote pour rire, c'est un vote, une victoire de témoignage. C'est une victoire pour que Macron parte alors qu'il ne partira pas. Avant de parler de l'antisémitisme et de la dette, je voudrais vous entendre sur Marion Maréchal. On dit qu'elle pourrait quitter Reconquête après les élections et retourner au RN. Moi, je ne veux pas croire. Vous savez, elle a quitté le RN pour ses convictions, parce qu'elle n'était pas d'accord avec la ligne que je vous ai décrite, alors qu'elle était d'accord avec la mienne. Elle est venue à Reconquête parce qu'elle était d'accord avec les idées que je défendais, contrairement aux idées que défendaient sa tante et Jordan Bardella. Je ne vois pas pourquoi. Et franchement, je n'imagine pas qu'elle puisse aller à l'encontre de ses convictions. Emmanuel Macron, hier soir, a parlé de l'antisémitisme, plus 300% d'actes antisémites sur le premier trimestre en France par rapport au premier trimestre de 2023. Il a dit que c'était inexplicable. Alors il a dit ensuite inexcusable, inacceptable, mais il a commencé en disant c'est inexplicable. Et vous l'avez noté. Moi, si vous voulez, je peux lui expliquer. Je peux lui expliquer que justement, on célèbre le débarquement après 1945, quand on a découvert les camps de la mort, l'antisémitisme européen s'est largement évanoui en Europe. Et que nous subissons aujourd'hui un antisémitisme d'importation venu de la culture arabo-musulmane qui est instruit dans le Coran, qui est instruit dans les hadiths, dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans, qui fait que les juifs sont traités régulièrement de chiens. Vous savez, en arabe on dit kelb, kelb ben kelb, fils, chien, fils de chien. C'est comme ça que souvent dans le monde arabe on appelle les juifs. C'est un antisémitisme, un antijudaïsme, je devrais dire, absolument culturel, qui considère, et on le voit d'ailleurs dans le rapport avec Israël, on le voit dans les réactions, par exemple, de Rima Hassan, celle qui est sur la liste de Mélenchon, de LFI. Il ne considère que les Juifs doivent être éternellement des dhimmis. Vous savez, dhimmi, c'était le statut qu'avaient les Juifs en pays arabe, un statut inférieur. Ils n'avaient pas le droit à certains vêtements, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils n'avaient pas le droit de porter des chaussures dans la rue, etc., etc. Pour cette culture arabo-musulmane que beaucoup de musulmans, pas tous heureusement, véhiculent encore aujourd'hui, le juif, c'est ce personnage-là qui est décrit dans les traditions familiales et ancestrales. C'est ça qu'il faut combattre et c'est M. Macron est responsable, en vérité, de la montée de cet antisémitisme, tout simplement parce qu'il est responsable des 500 000 immigrés légaux, donc beaucoup de musulmans, qui rentrent en France tous les ans. Donc il est non seulement, c'est explicable, mais en plus, c'est lui le responsable. Plus il y aura d'immigrés venus de ces contrées où cette culture a pignon sur rue, plus il y aura d'antisémitisme en France. Éric Zemmour, la dette, la France est très endettée, on la prend plus à personne. Fut un temps, ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près le montant de la dette, 3100 milliards d'euros de dette. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, les aides sociales, c'est très inquiétant parce que M. Macron a l'air de ne pas prendre ça au sérieux. Il nous dit si on a des déficits aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas assez de recettes. Vous savez, il faut voir quelques chiffres très vite, vous allez comprendre. On a 450 milliards de dépenses dans le budget 2023. On a 300 milliards de recettes. Ça fait 150 milliards de déficit. On nous dit ce n'est que 5% du PIB. C'est une entourloupe. En vérité, c'est la moitié de nos dépenses. C'est comme si quelqu'un
gagne 2 000 euros et il dépense 3 000. Il sait bien que son banquier va lui tomber dessus. C'est ce qu'on fait depuis des années. Exactement. Et on fait ça à un degré inouï. On peut dire en gros, comme les taux étaient bas, nos gouvernements s'en sont donnés à cœur joie. Sous Sarkozy, il y a eu 500 milliards de dettes. Sous Hollande, 500 milliards. Et sous M. Macron, 1 000 milliards. Recordman absolu. Ce qui nous fait 3 000 milliards. Et M. Macron continue en disant mais non, il faut plus de recettes. Non. M. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les impôts, pas assez, mais il n'a pas baissé les dépenses. Un enfant de 10 ans comprendrait qu'on est à croix le déficit. Donc il faut baisser les dépenses. Et on baisse quelles dépenses? Il faut baisser les dépenses. D'abord les gaspillages, ce que j'appelle les gaspillages. Par exemple, les 11 milliards donnés aux associations, pour la plupart politisées. Par exemple, l'argent donné à l'aide au développement. On donne de l'argent à la Chine, la deuxième puissance du monde. Également les 4 milliards donnés aux services publics de l'audiovisuel. Moi, je pense qu'il faut les privatiser. Ça, c'est les gaspillages. Et là, on pourrait évaluer, il faudra évaluer aussi les collectivités locales, on a beaucoup trop de strates, etc. Et le gros, il ne faut pas se cacher, le gros, c'est les dépenses sociales. 840 milliards de dépenses sociales, plus de 30% de notre richesse nationale. Là, je dirais qu'il faut réduire avec 2 principes. 1, supprimer toutes les allocations sociales de solidarité aux étrangers. Je rappelle que Reconquête et moi, nous sommes les seuls à ne pas donner le RSA, par exemple, aux étrangers, ce que fait LR et ce que fait le Rassemblement national et Mme Le Pen. Il faut enlever toutes les dépenses, les allocations de solidarité nationale aux étrangers. Et deuxièmement, il faut lutter contre l'assistanat, c'est-à-dire qu'il faut que le travail paye mieux et il faut donc trouver des solutions. Il y en a beaucoup sont proposées, d'allocations uniques à autres, pour que ça soit le travail qui paye et non pas l'assistanat. C'était la grande interview d'Éric Zemmour. Merci Éric Zemmour d'être venu sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.